Et bonjour Christophe Bonjour. Ono-Dibio. Vous êtes romancier, grand prix du roman de l'Académie française et directeur adjoint de la rédaction du Point. Exactement. Vous avez sorti cet excellent livre que moi j'ai adoré, qui s'appelle La Minute Antique. En gros, on peut le dire, hein, c'est quand les Grecs et les Romains nous racontent notre époque. Ouais. C'est sorti aux éditions L'Observatoire. Déjà, pourquoi vous avez voulu raconter notre époque, mais à travers l'Antiquité, en fait, le prisme de l'Antiquité? Parce que déjà, je trouve ça passionnant. Il y a beaucoup de plaisir dans cette époque, beaucoup de gaieté, beaucoup d'humour, beaucoup d'ironie, beaucoup de mauvais esprit, beaucoup de merveilleux, de fantaisie aussi. Et puis, en fait, les Grecs et les Romains, ce sont eux qui ont fondé, même si c'est un petit peu différent, les grandes institutions d'aujourd'hui. Je vous rappelle que le mot crise, le mot démocratie, le mot république sont soit dérivés du système latin ou du système athénien ou spartiate. En tout cas, on leur doit beaucoup. Et en même temps, ils sont très très différents de nous. C'est pas seulement nos ancêtres. Et comme on manque de temps aujourd'hui et que l'actualité va très très vite, je me suis dit que j'allais, c'est pour ça que ça s'appelle la Minute Antique, en 1 minute, 3 pages à peu près, 2-3 pages, prendre un fait contemporain et le décrypter comme si un Romain ou un Grec de l'époque le voyait et citer un peu et dire ce qu'il en penserait. On va commencer par un premier exemple de ces petits billets, exemple qui va parler sans doute à tout le monde. Vous nous parlez de Virgile, un Romain que l'on peut présenter comme le pionnier de l'écologie. C'était il y a 2000 ans. C'est le Greta Thunberg de l'époque. Voilà, c'est un grand poète, c'est l'auteur de l'Énéide, qui est vraiment le grand texte fondateur de la Rome antique. Et en fait, il a écrit un texte qui s'appelle Les Géorgiques. Les Géorgiques, c'est le travail de la terre. Et en fait, il explique comment on doit traiter la terre. Il parle déjà de la disparition des abeilles. Vous voyez, donc là, je voyais votre sujet, enfin votre annonce de sujet sur le réchauffement climatique, mais comment il faut justement prendre soin de la terre. Et ce qui est amusant, c'est que c'est aujourd'hui les mêmes mots qui reviennent. Quand on entend prendre soin de la terre pour nos enfants, pour les générations à venir, il parle exactement comme ça. Et je cite à chaque fois justement les textes pour montrer la résonance. C'est fou. La fin des abeilles, déjà avant Jésus-Christ. Avant Jésus-Christ. On va revenir sur pas mal d'exemples. MeToo, etc. Tout ça, la place des femmes. Ma question, vu que vous nous dites ça, est-ce qu'on ne peut pas puiser des solutions dans ces textes-là? Et pourquoi les politiques ne le font pas, tout simplement? Ils ne le font pas parce que justement, c'est pour ça que j'ai fait le livre, peut-être pour leur donner quelques pistes. Même la façon dont on parle beaucoup de fiscalité aujourd'hui, il y a même des pistes fiscales dans l'Antiquité. En fait, je cite en fait un texte dont on dirait qu'il a été écrit maintenant. C'est le texte d'un conseiller de l'empereur de l'époque, un empereur romain. Et en fait, c'est donc le panégyrique de Trajan, l'empereur Trajan. Et Pline le Jeune dit, voilà ce qu'il faut faire quand on est empereur. C'est-à-dire se faire obéir, mais de jamais être trop distant, trop dans son Olympe, trop jupitérien presque. C'est-à-dire, ça rappelle quelqu'un presque. Mais exactement. En fait, ce qui est fou, c'est que, évidemment, j'ai commencé ce livre-là. Déjà, je suis passionné depuis l'enfance, comme beaucoup d'enfants, de mythologie et d'histoire grecque et latine. Mais surtout parce que tout le monde se remettait à parler de Jupiter. Gérard Collomb, quand il avait démissionné, avait parlé d'hubris. Vous savez, nous avons trop été coupables d'hubris. L'hubris, c'est l'orgueil que les dieux punissent un jour ou l'autre. Je me suis amusé à raconter les Gilets jaunes comme une épopée, à chaque fois comme... Et ce qui est fou, c'est que ça résonne vraiment avec notre époque. Même MeToo, la façon dont les femmes... Vous voyez, on s'est dit à l'époque, pourquoi est-ce que les femmes n'arrivent pas à dire... Pourquoi est-ce qu'elles ont tant de difficultés à dire ce qui leur est arrivé quand elles ont été agressées, violées, etc. En fait, l'explication, on l'a dans un texte d'Ovide, dans les Métamorphoses d'Ovide, qui raconte comment une petite princesse violée par son beau-frère s'est servi non pas d'un fil Twitter, à l'époque ça n'existait pas, mais du fil d'une tapisserie. On lui avait tranché la langue pour qu'elle ne parle pas, pour faire parvenir à sa grande sœur le récit brodé, ses souvenirs rouges, comme elle disait. Donc en fait, les femmes ne parlent pas, ont du mal à parler parce que symboliquement, on leur a coupé la langue dans cette histoire. Mais il y a des tas de parallèles. Vous savez qu'on parle déjà des robots. Aujourd'hui, on parle d'intelligence artificielle. Il y a quelque chose qui m'a fait rire justement par rapport à la technologie. Vous dites que les sirènes de l'époque d'Ulysse, par exemple, vous dites que c'est l'équivalent de Google aujourd'hui. Oui, c'est assez drôle. Oui, parce qu'en fait, on parle toujours du chant des sirènes. Le chant, la beauté des sirènes, tellement beau qu'on en meurt, qu'on tombe à l'eau, on est rapté dans les airs, ça. Mais en fait, ce que promettent les sirènes dans Ulysse, quand on lit vraiment le texte, elles promettent la connaissance infinie. C'est-à-dire ce que promet Google. Et en fait, la connaissance infinie, elle a un danger, puisqu'en fait, dans l'Odyssée d'Ulysse, il dit il ne faut pas l'entendre, sinon on meurt. Et en fait, qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui? L'idée de danger et de connaissance infinie, on l'a à propos de Google, quand on parle de nos data, la protection de nos données, le fait qu'on va tout connaître de nos génomes, tout ça, cette inquiétude sur le savoir infini maîtrisé par quelqu'un,
en l'occurrence là Google, a des correspondances avec ce très très vieux mythe qui nous dit attention, la connaissance totale est dangereuse déjà. Alors, vous arrivez même, ça c'est bien joué, à rapprocher les clashs de rappeurs français avec certains épisodes de l'Antiquité. Ben là, ça m'agaçait en fait, parce que quand j'ai vu que à l'époque le clash Caris Booba, oui, parce qu'il y a beaucoup de pop culture aussi. Je parle d'Angèle, balance ton quoi, ça devient balance ton Zeus ou balance ton Achille, parce que les hommes traitaient mal les femmes, les dieux de l'Olympe traitent hyper mal les femmes. Donc Angèle aurait été là, elle aurait fait balance ton Zeus ou balance ton Achille. Et sur les rappeurs. Mais sur les rappeurs, le clash Caris Booba, c'était devenu l'événement planétaire commenté partout, et on parlait du clash comme quelque chose d'homérique, quoi, le grand combat, etc., des deux camps. Et je me dis non, en fait, le premier grand clash de l'humanité, c'est Achille Agamemnon, mais ça commence pareil, c'est pour des histoires d'argent, des histoires de filles, parce qu'en l'occurrence, en fait, dans l'Iliade, c'est parce que l'un lui a piqué la fille qui devait lui revenir. À l'époque, les butins aussi, c'était de l'argent ou des femmes, qui devenaient votre esclave, votre partenaire, etc., votre concubine. Et donc, Agamemnon avait pris la fille qui revenait à Achille. Donc clash énorme, mais qui a déclenché vraiment, non pas la guerre de Troie, mais une partie de la défaite des Grecs. Chante ô muse la colère d'Achille. Achille est en colère parce qu'on lui a pris une femme et que c'est son rival. Donc le grand clash, c'est ça. Mieux que, beaucoup plus épique que Booba et Caris. Ah oui, beaucoup plus flamboyant. Ils resteront pas dans les livres d'histoire. Non. Autre mythe qui est assez drôle et qui traverse les âges. C'est drôle parce que c'est vrai que c'est comme ça. À chaque fois, c'est très concret. C'est exactement comme ça. Le mythe de la licorne qui traverse les âges. Alors aujourd'hui, on la voit sur des t-shirts, sur Instagram. On en fait même des bouées et des tasses à café de cette licorne. Et alors, durant l'Antiquité, déjà la licorne passionnait les foules. C'est ce qu'on apprend dans ce livre. Exactement. En fait, vous avez des savants, il y a des voyageurs qui ont décrit la licorne. Bon, moi, je ne l'ai pas vue, mais en tout cas, je les ai lus. Ils la décrivent très très bien comme un animal hybride avec cette corne. Et cette corne est réputée, quand on boit dans la corne, c'est réputé guérir de toutes les maladies. Et en fait, j'avais vu dans la rue, recherche éperdue licorne, un numéro, c'était un artiste qui avait fait ça. Et je me suis dit, il a peu de chance de revoir sa licorne parce que, souvenez-vous, Harry Potter, J.K. Rowling, que tous les enfants lisent. Encore un exemple, c'est aussi pour eux ce livre-là. J.K. Rowling a tout pris sur l'Antiquité. Et la licorne, elle est présente. Voldemort, par exemple, le grand méchant d'Harry Potter, a envie d'avoir l'immortalité et se sert aussi d'une corne de licorne. Ça vient directement de l'Antiquité. Et ce symbole aussi, c'est repris par le LGBT. Le transgenre existe déjà dans l'Antiquité. Tirésias, le grand devin de l'Antiquité, a été et homme et femme. C'est le premier gender fluid de l'Antiquité. Et il avait été tellement et homme et femme qu'il était capable, c'était le seul être vivant capable de savoir qui des hommes ou des femmes avaient le plus grand plaisir sexuel. Et ça a été l'objet d'une rivalité entre les dieux, entre Zeus et Héra, qui se disputaient pour savoir qui avait le plus grand plaisir sexuel. Ils ont fait venir Tirésias. Tirésias a donné la réponse. Et vous voulez savoir la réponse? Bah oui, je veux la savoir quand même. Eh bien, c'est 10 fois plus. Tirésias a osé dire les femmes ont 10 fois plus de plaisir sexuel et il a été puni pour ça. Elle lui a coupé la vue et Zeus a dit puisque je ne peux pas défaire ce qu'une déesse a fait, tu es aveugle, mais je vais te donner le don de divination. Et en fait, c'est intéressant parce que toutes les problématiques qui arrivent aujourd'hui, même l'intelligence artificielle, etc., en fait, c'est fondé sur l'Antiquité, à tel point qu'aujourd'hui, les chercheurs en droit qui se penchent pour savoir quand on aura des voitures sans conducteur, quand il y a déjà des drones militaires, qui est responsable s'il y a une bavure? Si le drone militaire frappe à côté, si dans votre voiture sans conducteur, vous avez un accident, qui est responsable? Eh bien, les docteurs en droit se fondent sur la théorie, sur le droit de l'esclave dans la Rome antique. C'est aujourd'hui ce qui sert de base aux juristes d'aujourd'hui. Donc tout est lié et c'est ça que j'ai voulu offrir avec à chaque fois un petit moment de plaisir pour apprendre des choses et puis réfléchir et s'ouvrir un peu l'esprit. Sur les migrants aussi, énormément de choses. Oui, j'allais vous poser la question justement sur les migrants. L'Antiquité, elle présente deux modèles. Bien sûr. Exactement. Ces modèles, le modèle grec autochtone, c'est-à-dire vraiment, c'est vraiment droit du sang et droit du sol pur. Et en fait, le droit romain, quand Romulus fonde Rome, l'histoire est très très belle. Quand Romulus fonde Rome, il demande à tous les étrangers de venir avec un petit morceau de leur terre d'origine qu'on mélange à la terre de Rome. Et vous savez comment on appelle cet endroit où on mélange? Ça s'appelle le mundus, le monde. Parce que Rome doit être un nouveau monde et ce nouveau monde doit contenir le monde. Et ça, je ne dis pas que ça soit transposable à aujourd'hui, mais déjà
cas, ça nous fait voir la réalité autrement. Et en fait, j'avais écrit cette minute antique quand j'avais vu, vous savez, les gens en anorak bleu qui essayaient de faire des chaînes pour bloquer le passage des migrants, qui étaient des jeunes Italiens. Je dis, si vos ancêtres, vous voyez, voilà ce qui vous aurait dit. Exactement. Mais justement, est-ce qu'il y a un homme politique en France, en Europe, dans le monde, qui s'inspire de ces Grecs, de ces Romains, de l'Antiquité? Vous en connaissez un qui s'inspire vraiment énormément ou pas? Je pense que ça irait peut-être mieux. C'est-à-dire que c'est assez cruel et drôle, je lisais Le Monde grec. Socrate disait « Je suis le meilleur des hommes politiques et c'est pour ça que je vais mourir ». Je disais, mais pourquoi tu vas mourir? Il dit, parce que moi, je veux réformer. Vous voyez, en ce moment, on parle de réforme. Et la réforme, c'est amer. Et les gens sont des enfants qui préféreront toujours un remède sucré. Donc moi qui proposerais mes réformes amères, je serais condamné à mort par ce tribunal. Donc non, il faudrait en fait. Moi je conseille, Gérard Collomb lisait beaucoup D'ailleurs, il a démissionné. Voilà. Non, je conseille quelques lectures à Emmanuel Macron, effectivement, dans ce livre, notamment le panégyrique de Trajan. Il faudrait qu'il le lise. Ça a l'air d'être écrit vraiment hier. Voilà. C'était pas prévu, on va improviser. Oui. Enfin, c'est vous qui allez improviser. Si je vous donne le thème des grèves, par exemple, est-ce que vous pouvez nous raconter une histoire de l''Antiquité et des Grecs et Romains qui voient les grèves? Il y en a deux. Il y en a une très belle qui est la grève de l'amour. C'est-à-dire que les femmes grecques qui en avaient marre que leurs maris se battent ont décidé de faire une grève du sexe et ils ont arrêté de se battre. Et l'autre qui est beaucoup plus tragique, en 494 avant Jésus-Christ, la plèbe, donc le peuple. On avait marre de payer des impôts, on avait marre d'avoir aucun droit. Ils ont quitté Rome, ils sont allés sur la montagne d'à côté. Et donc, les sénateurs, bien embêtés, parce que c'était une grève militaire. Comment se défendre si le peuple quitte la ville avec armes et bagages? Et en fait, ils ont envoyé un sénateur qui leur a raconté une fable, et je le dis en 2 mots, c'est la fable du ventre et des membres, qui explique que les membres en avaient assez de l'estomac, ils ont essayé d'affamer l'estomac. L'estomac était très faible, mais les membres aussi, puisque dans un corps, voilà. Et c'est pour montrer que le peuple et l'État doivent absolument fonctionner ensemble, que s'ils se font la guerre, c'est tout l'organisme qui est paralysé. C'est ce qu'on voit aujourd'hui. Je ne sais pas si une fable résoudra la situation, mais en tout cas, c'est une piste. Et vous l'écrirez sans doute dans le tome 2 donc, de la Minute Antique. Elle était pour vous. Voilà, c'est adorable. Christophe Onodibio, la Minute Antique, merci d'être venu sur le plateau de TV5. Merci à vous.